Levé de rideau, dans notre émission qui vous fait découvrir les possibilités au théâtre, nous parlons aujourd'hui du théâtre de marionnettes avec notre invitée Emmanuelle Ebel-Jost. Elle a travaillé pendant 5 années comme enseignante-chercheur en art du spectacle à l'Université de Strasbourg. Passionnée par les arts de la marionnette, elle a travaillé dans le cadre de sa recherche, puis en tant que chargée de mission avec le TJP, le Théâtre Jeune Public de Strasbourg. À ce titre, elle a notamment collaboré à un projet de numérisation du patrimoine culturel pour le projet du Portail des arts de la marionnette. Le Portail des arts de la marionnette est un portail internet sur lequel vous pouvez trouver des informations sur les arts de la marionnette. Artistes, comédiens, metteurs en scène et bien plus encore. Zoom sur l'invité du jour. Alors, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est quoi les a priori sur la marionnette qui sont durs à combattre et est-ce que c'est encore un théâtre qui plaît aujourd'hui ? Alors, c'est un théâtre qui peut plaire énormément aujourd'hui. Après, oui, qui combat de lourds a priori. C'est-à-dire que globalement, si vous demandez autour de vous, est-ce que vous pourriez aller à un théâtre de marionnettes, on va dire oui, mais j'ai pas d'enfant, donc je vois pas pourquoi j'irais voir un spectacle de marionnettes. Et en fait, il y a beaucoup de spectacles de marionnettes, pas du tout pour les enfants. Même si c'est souvent possible d'emmener des enfants aussi. Comme c'est aussi possible d'emmener les enfants au théâtre, hein, je le rappelle, parce que des fois on oublie que c'est une possibilité. Et voilà. Mais du coup, ce côté pour les enfants a pesé beaucoup sur le monde de la marionnette. Et à tel point que il y a eu tout un moment où les marionnettistes ont commencé à refuser le mot marionnette, en se disant en fait, ça nous fait trop de dommages, ça nous fait trop de mal. Donc on arrête, on ne dit plus qu'on fait de la marionnette, on dit qu'on fait autre chose. Et on a eu plein de noms alternatifs pour la marionnette. Donc il y a eu théâtre d'objets, théâtre de formes animées, théâtre de marionnettes et des arts associés. Donc on a essayé de détourner un peu l'attention du mot marionnette ou de l'adoucir un peu pour passer outre les stéréotypes, les préjugés qu'on peut avoir sur cette forme d'art. Mais ça a été réapproprié beaucoup par les plasticiens à un moment donné qui se sont dit, mais en fait, la marionnette, c'est pour nous. C'est un matériau plastique, mais avec lequel on peut monter des spectacles, raconter des choses sur le temps long. Et du coup, il y a énormément de plasticiens qui ne se sont pas posé la question du théâtre du type mais qui seront mes spectateurs ? Est-ce que ce sera des enfants qui se sont dit mais là, il y a un tel potentiel de création que j'y vais, je mets les mains dedans et je crée. Et donc, ils ont surmonté ce préjugé parce que je pense qu'ils ne savaient pas anticiper qu'il serait si fort. Voilà. Mais petit à petit, ils ont amené tellement de choses extraordinaires dans le théâtre de marionnettes qu'il a commencé à avoir un public qui s'est développé et qui s'est intéressé à cette forme-là et qui crée une vraie communauté de spectateurs aujourd'hui qui a largement surmonté ces préjugés. Mais il y a encore du boulot. Donc il n'y a pas de sous-genre de théâtre de marionnettes, c'est les artistes, ils créent, ils montrent quelque chose et ils décident après à quel public c'est approprié ? Ah, ça va dépendre des artistes. D'ailleurs, il y a des artistes qui vont choisir une technique de marionnette et faire toujours la même technique marionnettique. Et puis d'autres qui vont, en fonction de ce qu'ils ont à dire, sélectionner la technique en se disant, là, par exemple, choisir une marionnette à fil, ça amènera vraiment quelque chose dans le propos de l'ordre de la fragilité, du danger, du risque, etc., ou là, choisir une marionnette à gaine, par exemple, puisqu'on en parlait tout à l'heure, à fil à gaine, ça va amener une vitalité, une espèce de physicalité très forte. Voilà. Et donc, ils vont choisir ça en fonction de ce qu'ils ont à dire. D'autres vont se dire, non, mais en fait, moi, techniquement, ce que je trouve incroyable, c'est cette technique-là, elle m'apporte vraiment quelque chose parce qu'elle amène du burlesque, du ridicule, ou parce qu'elle ramène, au contraire, quelque chose de l'ordre du gracieux, ou j'en sais rien. Et ils vont choisir de construire, à partir de cette technique, leur propos artistique. Mais rarement, les artistes vont dire, je vais faire... Enfin, quoique... Non, c'est possible que des artistes se disent à un moment donné, maintenant je vais faire mon spectacle à partir de 3 ans. Ou là, je vais faire un spectacle, là j'ai vraiment envie de faire un spectacle pour adultes, parce que ce que j'ai à dire en ce moment, c'est pour adultes. Mais c'est toujours lié à qu'est-ce que j'ai à amener en ce moment, à qui j'ai envie de parler, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et franchement, allez voir les spectacles pour les tout petits, les spectacles pour les 18 mois, c'est génial pour les adultes.
Enfin, il faut pas faire de ségrégation. Quand quelque chose est pensé pour quelqu'un qui a 18 mois, on a tous eu 18 mois un jour, donc a priori, c'est jusqu'à maintenant qu'on peut, qu'on peut regarder. Voilà, c'est pas avant 18 mois, ça veut pas dire que après on n'a plus le droit d'y aller. Ce serait vraiment, vraiment dommage. Est-ce que vous pourriez nous citer les principaux types de marionnettes? Il me semble qu'il existe aussi des marionnettes à taille adulte. Tout à fait. Alors là, en fait, là maintenant, tout est possible. D'accord. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler du Royal de Luxe ou du théâtre La Machine à Nantes, et puis qui maintenant s'est installé à Toulouse, d'ailleurs, où ils ont été connus parce qu'ils ont fait ces géants, ces marionnettes géantes qui faisaient la taille d'un immeuble. Ah oui, quand même. Voilà, et donc on a le quartier des Machines à Nantes où on a un éléphant, un géant, une petite géante, etc., qui doivent être manipulés, je ne sais pas, par une vingtaine de personnes, que le théâtre nommait la troupe des Lilliputiens. Parce que du coup, à côté des marionnettes, les manipulateurs, on aurait dit des Lilliputiens face à des géants. Et donc on peut faire ça. Le Bread and Puppet Theatre, par exemple, dans les années 70, ils faisaient des spectacles où la marionnette, elle faisait la taille d'une montagne. C'est-à-dire qu'ils allaient au bout, donc ils mettaient les spectateurs au milieu d'un pré, puis il y avait une montagne au bout, et puis là, ils faisaient advenir une tête géante, et puis des draps géants, etc. Et puis on avait l'impression que c'était une marionnette, un personnage qui avait la taille de la montagne, et qui descendait du coup en courant. Alors ça prenait du temps, parce que le temps que les artistes ils courent d'en haut de la montagne jusque dans la prairie, voilà, il se passait du temps, mais ça faisait partie du spectacle. Donc on peut avoir ça, et puis on va voir des spectacles de marionnettes, par exemple de la taille d'une boîte d'allumettes, où on va avoir tout un spectacle, mais dans une boîte d'allumettes. Donc ça, c'est pour 1 ou 2 spectateurs, hein, parce que sinon, vous voyez pas grand-chose. Voilà, donc on va avoir, après, au niveau des techniques, il y a les techniques traditionnelles, qui sont liées aussi aux origines géographiques, puisqu'il y a eu des marionnettes partout. Il y a des marionnettes dans l'Himalaya, il y a des marionnettes en Afrique, il y a des marionnettes en Asie, il y a des marionnettes dans toutes les cultures. On en a toujours trouvé. Du coup, on a dans le bassin méditerranéen, on a une déclinaison, variation autour du personnage de Pulcinella qui a pris plein de formes, mais à chaque fois, c'est des versions différentes du même personnage, qui est la marionnette à gaine, mais qui, par exemple, en Turquie, va devenir Karagueuse, et c'est un théâtre d'ombre, parce que dans la culture musulmane, on ne représente pas les corps. Mais on peut représenter Karagueuse. Alors, c'est paradoxal, parce qu'on se dit, non, si on ne représente pas un corps, alors on ne représente pas des marionnettes. Et bien si, parce que comme c'était de la peau trouée, et que a priori, un être humain ne peut pas avoir des trous dans son corps, en fait, on n'a pas trouvé comment contredire le fait que ce n'était pas un vrai corps. Que ce n'était pas une représentation d'un corps qui était réaliste, parce qu'on ne pouvait pas y croire à cause des trous, par exemple. Et donc, on peut faire du théâtre de marionnettes aussi dans une culture qui, a priori, avait complètement refusé la représentation du corps. Donc, c'est intéressant aussi. Donc, on a la gaine, l'ombre, avec plein de sortes d'ombres, des ombres en 3 dimensions, des ombres en 2 dimensions, des ombres en couleur, des ombres animées, des ombres qu'on tourne. Voilà. On va avoir tout ce qui est tringles, fils, etc. Et effectivement, il y a eu à un moment donné une distinction entre ce qui vient du sol et ce qui vient de l'air, qui correspond aussi à un code hyper ancien, hein, qui est que ce qui vient de sous la terre, c'est le mal, et ce qui vient du ciel, c'est le bien. D'accord. Donc du coup, à un moment donné, on laisse au peuple tous ces trucs terreux, là, un peu crado, qui peuvent venir de la terre. Puis nous, on garde les mondes des idées, toutes ces belles choses qui viennent du ciel, quoi. Lever de rideau est l'émission qui explore le théâtre. Aujourd'hui, nous parlons du théâtre de marionnettes avec Emmanuelle Ebel-Jost, passionnée des arts de la marionnette et chercheuse et enseignante dans ce domaine. Artistes, comédiens, metteurs en scène et bien plus encore. Zoom sur l'invité du jour. En quoi ont consisté vos recherches sur la marionnette? Donc, vous nous en avez déjà un peu parlé, c'était de voir différentes formes qui existent et ce qu'elles ont à raconter, c'est bien ça? C'est ça. C'était de voir toute la diversité de représentations qui existait sur la scène marionnettique et d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça nous raconte à nous, spectateurs. Qu'est-ce que ça nous raconte sur le corps? Qu'est-ce que ça nous raconte sur le monde? Qu'est-ce que ça nous raconte sur les rapports de force? Parce que c'est intéressant, c'est pour ça que c'est aussi très politique, la marionnette. Hein. C'est que
Finalement, c'est des corps qu'on manipule et puis à qui on impose une volonté. Et qui parfois vont contourner la volonté qu'on cherche à leur imposer, etc. Et du coup, ça m'intéressait d'essayer de comprendre pourquoi d'un coup il y a plein de marionnettes. Pourquoi les artistes se tournent vers ça, alors qu'a priori, un spectacle de marionnettes, c'est moins bien payé que n'importe quel autre spectacle. Quand vous êtes comédien, vous le savez. C'est-à-dire que globalement, les budgets des spectacles de marionnettes, il est bien moindre que des budgets d'opéra. Voilà. Donc, si vous êtes créateur, vous voulez faire un truc où vous avez beaucoup de budget, vous n'allez pas commencer par faire de la marionnette. A priori. Voilà, après, aujourd'hui, ça peut changer, mais quand même, c'était pas le point de départ. Donc, pourquoi d'un coup tout le monde s'intéresse, autant de gens intéressants s'intéressent à ça, surtout, et qu'est-ce qu'ils y trouvent qu'ils ne trouvent pas ailleurs, sachant qu'il n'y avait pas comme ça d'approche qui permettait de le comprendre. Et donc, c'était une recherche assez exploratoire, parce qu'il y avait assez peu de recherches sur les arts de la marionnette à cette époque-là, quand j'ai commencé. Et on s'est rendu compte qu'on était 3, 4, 5 chercheuses, surtout des filles d'ailleurs, à avoir la même intuition au même moment. Et souvent, ça veut aussi dire qu'il y a effectivement une émergence de quelque chose qu'il est intéressant d'aller comprendre. Donc, on avait aussi travaillé de manière un petit peu collaborative vers la fin de mes travaux de recherche, en se disant, tiens, pourquoi tu t'es intéressée à la marionnette? Qu'est-ce que tu as... Voilà, pour partager un peu ces connaissances-là, puisqu'il y avait peu de chercheurs installés dans le monde de la recherche qui étaient spécialisés dans les arts de la marionnette. Comment un comédien doit-il s'y prendre pour nous faire croire que la marionnette prend vie? Qu'est-ce qu'il fait pour y arriver? Il doit renoncer à jouer. En tant que comédien, c'est super dur. D'accord. Il doit projeter son corps dans ce corps marionnettique, mais aussi prendre en compte que ce corps marionnettique ne peut pas du tout avoir les mêmes façons de réagir, etc. Et c'est un peu comme d'ailleurs le masque. Je ne sais pas si vous avez aussi parmi vos auditeurs, il y a des gens qui font du théâtre de masque. Dans le théâtre de masque, on s'enlève, je pense 80% de son potentiel expressif parce qu'on enlève le visage. Et en général, quand on a envie de faire croire quelque chose à quelqu'un, le visage, c'est notre premier outil. La langue et le visage ensuite. Et, voilà. Et là, on n'a pas le visage, parce que le visage, il n'est pas mobile, il ne peut pas avoir des expressions. Et tout cet interpersonnel qui, en plus, est devenu hyper psychologisant, hyper fort et hyper souligné par le monde du cinéma, qui fait du gros plan à fond sur la moindre petite larme qui pourrait couler, etc. Tout ça, on n'a pas. Donc, on est obligé de penser le corps dans son ensemble et comment ce corps-là, il vit cette situation-là. Et est-ce que ce corps, il est à l'aise? Est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'on peut transcrire ça quand on a finalement peu de points de mobilité? Puisque la marionnette ne peut pas bouger 1000 choses. Et si on voulait que ce soit réaliste et qu'il y avait énormément de possibilités d'articulation, en fait, on n'y arriverait jamais. Donc, il faut peu d'articulation et beaucoup de travail sur, finalement, la respiration. Comment ce corps-là, il respire? Quel silence, quel temps? Voilà. Et finalement, il y a beaucoup de mauvaises manipulations en marionnette. Des fois, c'est même fait exprès, parce que d'un coup, ça casse le réalisme. Et comme la marionnette n'a pas vocation à être réaliste, pas toujours en tout cas, il y en a quelques-uns qui cherchent à faire ça, mais c'est peu fréquent. D'un coup, le fait de laisser retomber un bras comme un objet mort, ça nous rappelle qu'on n'est pas face à quelque chose de réel. Et donc, quand on fait la marionnette, on est obligé d'investir le regard du spectateur. C'est-à-dire, quelle est la partie du regard du spectateur qui va construire ce qu'on est en train de faire. Donc, je ne peux jouer que, en tant que marionnettiste, manipulateur, je ne peux jouer que la moitié de ce qui va se raconter. Et le spectateur, il va avoir un espace vide, puisque c'est plus difficile pour un spectateur d'investir le corps de quelqu'un qui a une vraie vie derrière, qui à la fin vient vous saluer, vous regarde, etc., que d'investir un corps qui de toute façon est mort. Donc, de toute façon, ce corps-là, il n'a pas d'avant, il n'a pas d'après, il est pur présent. Un peu comme le clown d'ailleurs. Le clown, le masque, on va retrouver un peu ce potentiel-là dans le clown et le masque, qui sont tous des arts mineurs, vous noterez. Et donc, où finalement, il y a ce vide, et il y a cette nécessité de croire que le spectateur va amener sa part de construction du sens. Et on ne sait pas ce que c'est, et on ne le maîtrise pas. Et ça fait partie du jeu.